Coucou, on continue notre voyage au pays des kanji, on en est au numéro 1340, on avance bien, bravo à vous si vous suivez cette série depuis quelques temps déjà, bienvenue sinon, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos, voilà, et comme d'hab, un petit like, c'est un clic et ça aide beaucoup la diffusion de la chaîne et des replays, donc n'oubliez pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours très plaisir aussi. Voilà. Donc, là, on va voir un joli kanji, je sais pas pourquoi, mais je trouve un kanji qui se retient bien. Alors, on a d'abord la terre. Hop. Se mettre dans les bonnes conditions au début, ça va être bien. Voilà. On a la terre. En dessous de la terre, enfin ou plutôt au travers de la terre, on va avoir un gros trait comme ça, de biais. Un peu comme le katakana no. Et en dessous, on va avoir la cuillère. Ou le petit enfant assis par terre qui tend sa cuillère. C'est cette image-là que j'ai dans ma tête, moi, avec celui-là, avec ces deux traits-là. Et tout ce kanji, qui est aussi un composant, signifie vieillir, la vieillesse, une vieille personne. Donc c'est différent de furui, qu'on avait déjà vu, qui veut dire vieux, mais plutôt pour les objets ou les choses abstraites. Là, c'est vraiment âgé, le fait d'être âgé, le fait d'avoir pris des années. Toshio, toru, prendre de l'âge, littéralement. Ça, c'est une expression assez facile. Le verbe prendre, toru, prendre des années, prendre de l'âge. Ça se mémorise. Donc, les verbes qui veulent dire vieillir, devenir vieux, tout ça, c'est oiru ou fukeru, qui ne sont pas des verbes qu'on trouve si souvent que ça, mais qui sont quand même utiles. Et la lecture on, c'est ro, comme vous le voyez, comme dans ma rojin. Une personne âgée. Roji, roka, vieillissement. Oiru, fukeru. Voilà. Quelle petite histoire on va se mettre. Alors, il faut voir que toute la partie supérieure, donc en plus de la cuillère, ça représente donc ce vieil homme, c'est le composant qu'on va avoir ensuite dans plein de kanji aujourd'hui. Dans plein de kanji. Donc ça, c'est notre vieil homme. Donc on va le retenir en tant que composant, en tant que tel. Vous pouvez éventuellement imaginer, ça ressemble un peu à une pierre tombale sur le sol. C'est que le vieil homme, à la fin de sa vie, il a été enterré et qu'il y a une pierre tombale mise sur le sol, peut-être. Et puis en dessous, on a une cuillère. Moi, je me suis fait une histoire assez simple, qui est que, malheureusement, quand parfois on est vieux, on peut être sénile et qu'on est obligé de se nourrir à nouveau avec une cuillère, voilà. Et donc ça m'a permis de garder en tête le concept de vieillage et de sénilité associée. Oh, yokoso ieri sho. Ieri sho. Yokoso, bienvenue. On fait des kanji. Et on se trouve des petites histoires pour les mémoriser. Donc ça, vieil homme. Le suivant. Et ça, c'est un kanji, niveau JLPTN3, donc vraiment courant. Le suivant, il est aussi courant. Donc on va avoir la clé du vieil homme. Et en dessous, on va avoir notre lance-pierre qu'on avait vu la dernière fois. Hop. Donc vous voyez, il est quand même assez différent de celui qu'on vient de voir. Là, le trait repart vers le haut, avec la cuillère, avec le lance-pierre. Ça ressemble beaucoup, notre lance-pierre, il ressemble beaucoup au numéro 5, au chiffre 5. Vieil homme plus lance-pierre en dessous. Tout ça, c'est un kanji très courant. Oh, il ne l'a pas reconnu. Le vilain, pourquoi il ne l'a pas reconnu? C'est pas grave. Ouais, voici, il est là. Zut, le temps que je le retrouve, que j'ai eu, il m'a échappé. Alors,
ce kanji, c'est la réflexion, le fait de penser, réfléchir à quelque chose. C'est le verbe kangaeru. Vous voyez, kanga plus eru, la terminaison, les okorigana, comme on dit. Ça veut dire réfléchir, penser à quelque chose. On a aussi kangae, qui est la pensée, l'idée, la façon de penser. On peut dire kangae kata, par exemple. La lecture ko, on la trouve aussi dans shiko. Non, pas celui-là. Voilà. Les pensées. Vous voyez, avec omou, le kanji de omou, penser. Se souvenir de quelque chose. Omoide. Kangaeru et ko. Donc, on a notre vieil homme et on a notre... qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autres comme mots? Un mot que j'aime bien, c'est shiko kaero. Ça, c'est... Kaero, c'est le circuit, comme un circuit électrique. Et shiko, c'est donc la pensée, la réflexion. Et shiko kaero, ça veut dire la façon de penser, l'état d'esprit, tu vois. Et j'aime bien que vous imaginez qu'il y a un circuit intégré comme dans un appareil électronique dans votre tête et que vos pensées, elles suivent tout ce qui se passe, elles suivent les parcours de ce circuit. Shiko kaero. Je le trouve assez sympa. Donc, notre donc kangaeru. Alors j'avoue, celui-là, je m'étais sans doute pas trop fait d'histoire mnémotechnique parce que je le connaissais assez bien quand je me suis refait toute la méthode. Mais c'est pas grave, on va s'en trouver une. Le vieil homme. Le vieil homme. Peut-être que le vieil homme, c'est un vieux professeur et qu'il y a des petits vilains garnements qui ont des slingshots, comment ça s'appelle les gens en français. Ah, je vais y arriver. Des lance-pierres. Qui ont des lance-pierres, qui lui ont fait un mauvais tour. Voilà, qui lui ont balancé, je sais pas moi, une petite boulette de papier sur l'arrière de la tête, là. Pas trop méchant quand même. Avec leur lance-pierre. Et donc notre vieux professeur, là, il se retourne, il regarde toute la classe, là. Puis il réfléchit. Qui est le petit saligo qui m'a encore balancé une boulette de papier avec son lance-pierre, hein? Et puis après, il va le confisquer. Voilà, on peut se faire une petite histoire comme ça. Notre vieil homme. On va le retrouver dans le kanji suivant. Un kanji plutôt rare, mais assez simple visuellement. Donc on a le vieil homme en haut et en dessous, on a le ko de kodomo, un enfant. Le vieillard et en dessous, l'enfant. Il n'aime pas comment je le dessine. C'est pas bien grave. Voilà. Alors, le sens de ce kanji, c'est un peu conceptuel, c'est la piété filiale. Pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, la piété filiale, c'est le fait de respecter ses aînés, notamment de respecter ses parents, ses ancêtres. Vous savez, en Asie, c'est très important, le culte des ancêtres, au Japon, en Chine, en Corée, je pense aussi. C'est quelque chose de fondamental dans la culture et dans la religion, dans les religions. Donc c'est pas surprenant qu'on ait un kanji pour ce concept-là. Et vous voyez que ce kanji, il se comprend presque tout seul. On a un vieil homme et on a un enfant. Voilà. La piété filiale, c'est quand les enfants respectent un vieil homme. On peut imaginer un petit enfant qui est à genoux devant un petit autel en train de faire une prière pour son grand-père, devant un petit autel bouddhiste à la maison. Voilà, ça peut... Et tu vois, tu confonds pas tant que ça, Ieisho, parce que le kanji dont tu parles dans le chat, on va le voir juste après. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre celui-là d'abord, et ensuite on va se faire une histoire après avec le suivant. Donc voilà. Et le mot que j'avais utilisé pour le trouver, voilà, c'est... c'était koko, et plus spécifiquement oya koko, qui veut dire la piété filiale. Voilà. Bon, ça c'est un kanji relativement rare, mais effectivement,
Bien vu, Yerisho. Il sert... Oups. On va le retrouver tel quel en partie gauche d'un kanji qui est lui très 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 courant, qui est celui de l'enseignement, oshieru. Là, dans la partie droite de ce kanji, donc à gauche, on a la piété filiale, et à droite, il aime vraiment pas la façon dont je le dessine. Je pense que j'ai peut-être pas le bon nombre de traits. Je vais regarder. Peut-être que c'est la façon dont je fais le kodomo qu'il aime pas. Peut-être qu'il veut un seul trait, là. Bon, pas l'air de l'enthousiasmer davantage. C'est pas grave. Donc ce kanji-là, si. Il a compris. D'ailleurs, j'ai pas très bien fait celui-là, on aurait dû le faire un peu oblique, mais c'est pas grave, on le reconnaît quand même. C'est donc l'enseignement. À droite, la partie droite, c'est le contremaître, le chef de corvée. Le contremaître, sinistre personnage à qui j'ai fait faire des histoires souvent assez horribles. On n'y fera pas exception là non plus. Donc vous voyez, oshieru, enseigner, mais parfois, oshieru, c'est aussi simplement dire, transmettre un message à quelqu'un. Ne, oshiete, dis-moi. Et on a aussi la version intransitive osowaru. Ah oui, enfin, c'est pas vraiment intransitif, mais bref, c'est plus passif, on va dire. Voilà. Qu'on trouve beaucoup moins. Et kyo, on trouve beaucoup, comme par exemple dans le mot kyokai. Kyokai qui est une église, kyokai. L'endroit où on se rencontre pour recevoir un enseignement religieux, shukyo, la religion. Shukyo, kyoshitsu, ceux qui font du minna no nihongo connaissent ce terme, la salle de classe, kyoshitsu. Donc cette lecture kyo, elle est très courante, ça doit être du N4, voilà, ce kanji là, il est extrêmement courant. Kyoiku, l'éducation, avec le kanji de l'éducation, sodatsu, sodateru. Voilà. Moi, mon chef de corvée, qui est un gros salopard, j'ai imaginé que au lieu d'enseigner, enfin, il disait qu'il enseignait aux enfants la piété filiale, alors qu'en fait, il leur faisait, aux enfants, il leur faisait subir toutes sortes de tortures et de sévices, bref, parce que c'est un gros salopard. Donc voilà, j'ai l'esprit mal tourné, mais c'est pas grave. Ça m'a permis en tout cas de retenir qu'il y avait bien ce chef de corvée dans ce contremaître, dans ce kanji. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le suivant, il est marrant. Pas il est marrant, non, il est pas marrant, mais il est un peu plus rare. Cette fois-ci, on va avoir dans la partie gauche la clé des doigts. Hop, avec 3 traits comme ça. Et dans la partie droite, je vais avoir la réflexion, réfléchir, kangaeru. Pourquoi on ne nous l'a pas mis juste avant ? Je ne sais pas. Parfois, les choix de numérotation un tout petit peu surprenants. Voilà. Il me l'a quand même reconnu, merci beaucoup. Ce kanji, on le trouve dans le terme Gomon. Sa lecture, c'est Go, et ça veut dire la torture. La torture. Coucou Abaye Flandre dans le chat. Yokoso. La torture, Go. Bon, c'est pas un kanji qu'on va trouver tout le temps. Et voilà, le mot principal, c'est vraiment Gomon. Ou Goki, avec les instruments, les outils de torture, les instruments de torture. Ça fait peur. Donc Go comme Gomon. Donc ce kanji, moi j'ai pensé à une méthode de torture où par exemple on vous arrachait les ongles
voilà, hein, et que il fallait bien réfléchir avant de répondre à peut-être l'inquisiteur ou le tortionnaire là, qui est en train de vous poser des questions. Parce que si vous répondez à côté de la plaque, il va vous torturer les doigts, quoi. Il va peut-être vous arracher les ongles, bref. Donc une histoire un peu horrible et que j'ai retenue. Ensuite, notre vieil homme, increvable, et en dessous, le jour, le soleil. Alors ça, c'est un super kanji qu'on trouve tout le temps. Tout le temps. Voilà. Hyper courant. Il veut dire simplement quelqu'un. Une personne. C'est le chat de geisha. Voilà. Moi, j'aime bien le retenir comme le chat de geisha. Un geisha, c'est une personne qui maîtrise les arts. Le gei, c'est le gei de geijutsu. Ça veut dire les arts, les arts d'agrément, notamment. Vous voyez que sa lecture kun, c'est mono, donc il faut faire attention. Ça, c'est le mono qui désigne quelqu'un et non pas le mono qui désigne un objet, une chose. Ça se trouve un peu moins souvent que le mono qui désigne une chose, mais on peut quand même le trouver. Quand vous avez dans les animés ou les dramas, surtout les dramas d'époque, quelqu'un qui dit Nani mono da, qui êtes-vous, quel genre de personne es-tu? C'est ce mono-là. Nani mono da. Et donc le chat de geisha, pas de kaisha, et qu'on trouve aussi dans des professions, par exemple Isha, Isha le médecin, Josha, non, pas celui-là, non, pardon, non, j'ai des petits pets de l'esprit là. Désolé. Donc vous voyez, ça c'est un kanji hyper courant, c'est le chat de geisha. Donc une personne, un vieil homme et des jours. Donc on peut penser que notre vieil homme là, il repense aux jours anciens. Aux jours anciens où il était quelqu'un peut-être, que dans sa jeunesse il disait quand même, j'étais quelqu'un de bien, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie, j'ai fait plein de belles choses, tout ça. Alors c'est pas le show de Issho, Issho ni celui-là, on le verra un petit peu après, je sais pas si on va le voir tout de suite d'ailleurs. Mais comme tu le vois dans ce que tu as mis dans le chat, à Baïflandre, il y a la clé à gauche qui est la clé du fil Itohen, le textile à gauche. Donc celui-là on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Monsieur Heissig a voulu lui donner le sens d'une poupée à ce kanji. Moi j'aime pas trop ce sens, je l'ai jamais trop adopté, donc j'ai vraiment adopté le sens de quelqu'un, mais si vous aimez bien le sens poupée, ça peut marcher aussi. Je vais quand même le noter. Voilà. Peut-être que vous pouvez penser que la geisha est jolie comme une poupée, jolie comme une kimidole. Alors, le suivant. Le premier qu'on va avoir avec ce composant, quelqu'un dedans, c'est quelqu'un qui est en mauvaise posture, puisque le quelqu'un là, il est au-dessus des flammes, au-dessus du feu. Les 4 petits traits comme ça en dessous, c'est une variante du feu. C'est une variante du feu. Je le rappelle, le feu, c'est celui-là. Ces 4 traits-là, quand ils se retrouvent en bas, c'est les 4 traits du feu. Et ce kanji-là, son sens, c'est bouillir, faire cuire à la marmite. C'est le sens du verbe niru, faire mijoter. Par exemple, si vous faites un ragoût, là, un stew, voilà, c'est ce verbe-là, niru, faire bouillir quelque chose dans une marmite.
Et on a la lecture sha en lecture on, sans trop de surprise. Mais c'est surtout ce verbe nileux dans lequel on le retrouve. Moi j'ai pensé à quelqu'un qui s'était retrouvé au-dessus du feu. Parce qu'il s'était fait capturer par une horde de cannibales et qu'il avait mis dans une grande marmite à mijoter pour en faire leurs 4 heures. Voilà, je m'étais fait un truc visuel, quelqu'un au-dessus du feu en train de mijoter, en train de gentiment chauffer jusqu'à ce qu'il soit dévoré par la horde de cannibales. C'est moche comme histoire, mais ça marche. Ensuite, notre quelqu'un, on va cette fois-ci le retrouver sous la clé des fleurs et des plantes. Hop. Hop. Cool, cette fois-ci il me l'a bien reconnu. Donc avec la clé des fleurs, des plantes, Kusakanmori, qu'on trouve là-haut. Ce kanji, il est un peu plus rare. On trouve, c'est le cho du mot chosha. Est-ce qu'ils nous l'ont mis d'ailleurs? Donc, chosha, c'est un mot rigolo parce qu'il utilise... Voilà, vous voyez le mot chosha. On a le sha de geisha, quelqu'un, et avant on a le cho, le kanji qu'on est en train de voir là. Qui veut dire quelqu'un de connu ou qui est lié au fait de publier quelque chose, d'écrire quelque chose. Et donc chosha, c'est un auteur, l'auteur de quelque chose, chosha. Voilà. On a aussi l'adjectif ichijiru jirushi qui veut dire quelque chose de remarquable. Donc plus proche de ce sens premier du kanji, qui est quelque chose de renommé, de remarquable. Voilà. Alors, moi j'avais pensé à une geisha, en dessous, ce quelqu'un, j'arrive pas à me le sortir de la tête, j'arrive pas à le voir sans voir le mot geisha. Ce quelqu'un, pour moi c'est une belle geisha. Une belle geisha qui faisait une danse avec des fleurs et qui était tellement belle que ça lui avait permis d'acquérir une renommée incroyable dans tout le quartier des geishas, tout le quartier de Gion à Kyoto. Voilà l'idée que je m'étais gardée pour essayer de mémoriser ce petit kanji. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui. Toujours avec nos geishas, là on va avoir une autre histoire sympa. Là, cette fois-ci, on n'a pas la clé des fleurs et des plantes là-haut, on a la clé du bambou. Take kanmori. Take. Et en dessous, on a notre geisha. Ils se ressemblent tous. Ils sont jolis là, les uns après les autres. Nos kanji qui utilisent la geisha. Vous voyez que lui, il a un petit trait en plus là, c'est mignon. Mais bon, c'est pas très grave si on le fait pas en fait. On s'en fiche complètement. D'ailleurs, en caractère d'imprimerie, on le trouve pas forcément. Ce kanji là, c'est les baguettes. Ohashi, les baguettes. Nos petites baguettes. Moi, j'ai pensé que ma geisha, elle avait des baguettes en bambou dans les cheveux. Voilà, pour faire tenir sa coiffure, son chignon. Tout simplement. Et sinon, vraiment, le mot important à retenir pour ce kanji, c'est hashi. Les baguettes pour manger, pas la baguette, les baguettes, les couverts, pas la baguette de pain, bien sûr. Ohashi. Ensuite, là-haut, maintenant, on va avoir un œil mis sur le côté, mis à l'horizontale. Et en dessous, mon quelqu'un, ma geisha. Hop, l'œil mis sur le côté, pivoté, et en dessous ma geisha. Ce kanji représente la signature.
L'autre gamme de sens qu'on trouve, c'est des bureaux officiels, des bureaux voilà, pour des fonctionnaires, en particulier le commissariat. Si on regarde un petit peu du côté de vocabulaire, on voit qu'il y a le mot shomei, shomei qui veut dire la signature. Shōbōshō, la caserne de pompiers. Keisatsusho, Keisatsusho, le commissariat. Busho, mon poste, là où je travaille. Donc voilà. Le sens qu'on va plutôt retenir avec, c'est cette histoire de signature. Non, je me suis trompé. Je pensais à un truc, mais c'était pas ça. Voilà. Et moi, j'avais pensé à quelqu'un qui penchait son œil là. Vous voyez, comme l'œil, il est vraiment sur le côté. J'imaginais à quelqu'un qui regardait de très près, hop, sur un document écrit, en penchant l'œil de côté, pour vérifier que, pour authentifier une signature, pour vérifier si c'était pas une signature fausse qui avait été faite là, et que c'était bien un truc authentique. Ensuite, notre geisha, notre quelqu'un. Donc c'est vrai que dans celui-là, pour ce kanji-là, je me suis pas trop fait d'histoire avec la geisha. Mais j'en suis refait une là. Puisque cette fois-ci, en haut de notre kanji de quelqu'un, la geisha, là, on a le jour, le soleil. Vous voyez, donc on l'a 2 fois dans ce kanji. Je l'ai très mal dessiné, mais on le reconnaît quand même à peu près. Donc, ce kanji, ce kanji-là représente la chaleur ressentie quand on crève de chaud. Hatsui, si vous allez au Japon l'été, vous entendrez tout le temps Hatsui, Hatsui. C'est ce kanji-là, Hatsui desu ne, la chaleur qu'on ressent et quand on n'en peut plus de chaleur, c'est ça. Quand on veut se mettre à l'abri de la chaleur, c'est pas celui-là, bōshō, bōshō, la protection de la chaleur. Voilà donc. Moi j'ai pensé que ma geisha, avec son gros kimono, avec plein de couches assez épais, un kimono ça peut être assez lourd, si elle sortait la journée sous le soleil là, elle allait crever de chaud. Donc il faudrait peut-être mieux qu'elle se mette un petit yukata. Alors Abeille, par rapport à ta question, est-ce que ça m'a permis d'apprendre du vocabulaire ou de connaître l'écriture des mots que je connaissais déjà ? En fait, il y a beaucoup de kanji que j'ai étudiés comme ça pour pouvoir étudier le sens des kanji bien avant d'apprendre du vocabulaire lié. Donc il y en avait déjà que je connaissais, mais quand j'ai fait la méthode, mes souvenirs étaient datés, parce que ça faisait 15 ans que je faisais plus de japonais quand je me suis remis à cette méthode-là. Donc j'avais appris jusqu'à plus de 1000 kanji, donc il y en avait dont je me souvenais, mais voilà. Mais vraiment, j'ai fait la méthode entre guillemets dans les règles, c'est-à-dire que je ne me suis pas focalisé sur le fait d'apprendre du vocabulaire en même temps que les caractères. J'ai vraiment appris les caractères, le sens des caractères. Et ensuite, comme j'ai enchaîné sur du travail de préparation du JLPT N1, là, j'ai recroisé tous les caractères que j'avais appris, et là, j'ai acquis beaucoup plus de vocabulaire. Et c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je connaissais déjà les kanji. J'avais déjà le sens des kanji. Et donc, j'avais pas à apprendre en même temps du vocabulaire et des kanji. Je connaissais les kanji, je connaissais leur sens, je connaissais pas forcément leur prononciation, pour beaucoup, mais après j'ai appris le vocabulaire avec. Donc j'ai fait dans cet ordre-là, parce que quand on étudie les kanji, on peut pas tout étudier en même temps. On ne va pas apprendre
tout le vocabulaire et, et le sens de kanji et l'écriture du kanji. Bah, ça marche au début, quand on apprend une centaine, 200, jusqu'à 500, 600 kanji. Mais quand on veut se taper les 2200, bah, ça peut être un peu décourageant de faire comme ça. En tout cas, c'est pas ce que je recommande. Voilà. Alors que se faire toute la méthode Reisig, bah, on peut le faire en 3 mois, quand on booste un peu. Et ensuite, on est débarrassé. On capitalise dessus. J'espère avoir répondu à ta question. Le suivant, donc on est toujours avec notre geisha, là, notre quelqu'un. Et là, à gauche, on va avoir la clé du langage, dire quelque chose. Quand je dis là, j'aime pas trop, parce qu'il a un goût. Il a un goût de tsukemono. Non, il a un sens très... comment dire, très vague. Il se prononce sho et il veut dire divers, varié, toutes sortes de. On a aussi moro, on trouve moro moro, toutes sortes de choses, beaucoup de personnes. Voilà. L'expression la plus commune, c'est shokun, mesdames et messieurs, quand on s'adresse à un public. C'est pas extrêmement respectueux, un shokun. Vous voyez le kun de Kimi, etc. C'est un peu un truc de vieux, je trouve, ce shokun. J'imagine bien un vieux qui s'adresse à un public de jeunes avec ce shokun. Donc c'est pas... voilà, il n'est pas évident parce que le sens est assez vague. Donc, geisha qui disent quelque chose. Oui, je crois que je m'étais fait une histoire du genre... pour bien faire leur travail, les geishas, pour bien divertir leurs invités, leurs clients, elles doivent être capables de discuter, de parler, hein, c'est pour ça que j'avais pensé au langage là, de toutes sortes de choses, de plein de sujets de conversation très variés, hein, parce que c'est avant tout l'art d'une geisha, c'est beaucoup l'art de la conversation, l'art de faire passer un bon moment à ses clients. Le suivant, en revanche, je l'oublie pas. À gauche, on a la meute, hein, qui ressemble à une sorte de griffe. Oh, je l'ai vachement bien fait là, je suis super content. Oh, il est trop beau. Trop beau. Et à droite de la meute, on a notre geisha, notre quelqu'un. Voilà. Notre meute qui poursuit une geisha. Mais c'est une meute de quoi ? Eh bien, c'est une meute de sangliers. Inoshishi, spéciale dédicace à Inoshishi qui n'est pas là aujourd'hui. Ah bah Yeisho, si tu regardes mes toutes premières vidéos, je me galérais beaucoup plus, hein, pour dessiner sur Jisho. Hein, là c'est, voilà, comme j'en arrive à 1350 à kanji, je commence à avoir un petit peu d'expérience et j'ai pris le coup de main avec mon trackpad, mais alors je peux te dire qu'au début c'était très difficile de les tracer. Maintenant j'y arrive un peu mieux, mais je pense que si tu me demandes de les faire à la souris et puis au trackpad, alors là c'est la fin des haricots. Donc courage à toi. C'est sûr c'est plus facile avec un écran tactile. Mais bon. Donc, Inoshishi. Voilà, moi je me suis fait simplement une image mentale de... j'ai pensé à Princesse Mononoke. Vous voyez le personnage de Lady Eboshi, la méchante. J'ai pensé qu'elle se faisait pourchasser par une horde de sangliers justement, hein, comme il y en a dans le film. Donc oui, non, c'est pas la souris, hein, c'est le trackpad, hein, c'est déjà un petit peu plus facile, mais quand même, hein, pas si facile que ça.
doit être plus facile avec une tablette graphique ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Lady Eboshi qui se fait la méchante de Princesse Mononoke qui se fait pourchasser. Donc habillée comme une geisha, bon c'est pas une geisha du tout, hein, c'est une femme du monde, c'est une chef d'entreprise et tout. Mais bon, je l'ai imaginé dans une belle tenue qui m'a fait penser à une geisha. Et le fait qu'elle se faisait poursuivre par une horde de sangliers. Oh, que va-t-il se passer? C'est horrible. Voilà, voilà. On va retrouver cette fois-ci notre geisha au bord de l'eau. Notre geisha au bord de l'eau. On a les 3 traits de Sanzui, la clé de l'eau, et à droite notre geisha. Avec le trackpad, je dois enfoncer le pouce et ensuite tracer avec l'index, donc c'est pas facile. Tiens. Ah oui, il aime pas la façon dont je fais les Sanzui. Bah voilà, il a quand même reconnu là. Alors ça, c'est un nom de famille très courant. Nagisa. Ça veut dire la plage ou la côte, le bord de mer. Nagisa. On le trouve énormément, essentiellement dans des noms. Vous voyez d'ailleurs, c'est un Jinmeiyo kanji, c'est pas un Jōyo kanji, mais on le croise quand même pas mal. Hein. Lecture chaud orange, c'est beaucoup plus rare. Donc voilà. Moi j'ai pensé à ma geisha au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'une belle plage. Qui regardait dans le lointain, en s'interrogeant sur le sens de la vie, son destin. Est-ce que c'est elle la plus belle de tout le quartier des geishas? Je ne sais pas. Et voilà, je me suis fait juste une petite image mentale avec une belle geisha au bord de l'eau. Et du coup, j'ai pensé à cette côte, à cette plage. Hop. Mais bon, les geishas, elles ont quand même un rôle économique. Hein. Elles sont aussi là pour faire dépenser dans les restaurants où elles interviennent, pour que les gens consomment. Hein. C'est complètement l'ancêtre des hôtesses dans les bars à hôtesses. Après, les geishas, c'était quand même des personnes assez accomplies, pas forcément le cas des hôtesses. Donc voilà, c'est pour ça que là, dans le kanji qui vient, on va trouver une notion d'argent avec la clé du coquillage à gauche. Et à droite, j'ai mon quelqu'un, ma geisha. Oh, voilà. Vous voyez, il a un petit trait en plus encore. C'est marrant ce petit trait là qui sert absolument à rien, cette petite goutte. Ça c'est le verbe kakeru. Alors c'est pas le kakeru qui veut dire accrocher quelque chose, c'est un peu un dérivé, c'est le fait de parier quelque chose, comme si vous l'accrochiez et puis sur le mur et puis que le gagnant du jeu va récupérer ce que vous avez accroché au mur. Donc voilà, gamble en anglais, hein, faire un pari, parier quelque chose, kakeru. Donc moi j'ai imaginé que mes geishas, elles incitaient leurs clients à faire des jeux d'argent, à participer à des jeux d'argent, et que elles leur faisaient dépenser tout leur coquillage, tout leur argent, avec des paris, en jouant la roulette comme à un casino. Quand les clients sont un peu bourrés, c'est plus aussi raffiné c'est pas méga raffiné, hein, forcément le comportement des geishas. Hein. Donc voilà, je peux penser à la deuxième partie de soirée. Hein. D'abord, ça commence à fond du shamisen, à fond une jolie danse, puis après quelques verres de saké. Là, tout le monde s'amuse et joue à la roulette. Voilà, une soirée rigolote. Alors là, on va voir un nouveau composant, et on va le voir d'abord dans un kanji dont la partie gauche, hop, c'est la montagne. Et à droite, tu vas voir donc ce nouveau composant où j'ai un trait horizontal, deux petits traits comme ça, comme deux petites cornes, un deuxième trait horizontal, et ensuite j'ai comme le kanji de la personne, hito.
Ok. Alors, est-ce qu'il me l'a repéré? Tchac, tchac, tchac. Vaudrait mieux, puisque je vous avoue, les prononciations de celui-là... j'en suis plus complètement sûr. Je crois que c'est Kyo, mais du coup, il y en a beaucoup. Ah bah si, il me l'a repéré là. Merci, merci, merci. Voilà, c'est Kyo. Hein. Ça, c'est pas un kanji hyper courant qui représente un ravin. Un ravin. Voilà, une sorte de... je pense aux gorges du Verdon. Vous voyez une gorge, une petite vallée étroite dans laquelle s'écoule un petit peu d'eau. Hein. La vallée étroite, le ravin, la gorge. Voilà, pas la gorge d'eau, hein, bien sûr. Voilà, ce composant là à droite, que je vous ai dessiné un peu rapidement, le sens qu'on va lui attribuer, ce sont les ciseaux. Des ciseaux, d'accord? Faut pas le confondre avec le kanji du verbe venir, kuru, qui lui comporte un trait au centre. Lui, vous voyez, c'est uniquement un trait là, un deuxième trait là. Alors que kuru, venir, c'est un grand trait au centre, puis ensuite deux traits en dessous. Hein, donc ils se ressemblent, mais ils ne s'assemblent pas. C'est pas les mêmes. Voilà. Donc Hazami Kyo, je pensais à Kaikyo, non, c'est pas ça. Allez. C'est ça, Kaikyo, c'est un petit détroit, hein, une étendue de mer très étroite entre deux portions de terre. Hein. On y pense comme à The English Channel, c'est la Manche. On pense au détroit de Gibraltar, tout ça. Kaikyo, un petit... voilà. Donc, quelle histoire je m'étais fait dans la montagne avec les ciseaux pour essayer de retenir ça. Je suis plus sûr du tout. Peut-être que je m'étais simplement dit que les ravins, les gorges, comme les gorges du Verdon, c'était tellement étroit, tellement rikiki, entre ces montagnes, entre des jolies montagnes, puisqu'il y a du relief par là, hein, qu'on avait l'impression sur une carte que c'était comme quelque chose de découpé avec un ciseau, hein, parce que c'était découpé très fin dans le relief. Ouais, ça peut être une idée. Hein. On découpe au ciseau entre les montagnes pour créer ces petits ravins. Ces petites vallées étroites au fond desquelles s'écoulent des petites rues, des petites rivières. Alors, le suivant, on retrouve notre meute, non pas de sangliers, mais de chiens. Et on va les retrouver avec des ciseaux. Celui-là, on va le voir après, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop, non. Faut pas confondre la clé, j'insiste sur la clé de la meute de chiens, là. Hein, il y a un trait courbe, puis deux traits comme ça, avec la clé des doigts où j'ai un trait droit, un autre trait droit avec un petit truc en bas, là, un petit rebord en bas, et ensuite un trait oblique. Hein. Les deux sont tout à fait différents, même s'ils se ressemblent. Je suis d'accord. On va d'abord regarder celui-là. Hein. C'est l'adjectif semai. Semai qui veut dire quelque chose de très étroit, très exigu, très compact, très serré. Voilà. Semai. On a un verbe qui va avec, qui est sebameru, qui veut dire rétrécir quelque chose, enfin réduire, contracter. Hein, quelque chose qui était large qui devient étroit. Sebameru. Meo sebameta. Quelqu'un qui qui plisse les yeux, par exemple. Et kyo, je sais plus dans quoi. Ah oui, kyo shinsho, l'angine de poitrine. Bon, un peu compliqué. Hein. Mais semai, voilà, très courant. Hein, donc vous voyez, ils nous le mettent niveau N1, je l'aurais plutôt vu niveau N2. En tout cas, le mot de vocabulaire semai, lui, ça va être du N3, je pense. N5 même. Un peu beaucoup, un peu fort de café quand même.
Il y a d'autres choses à savoir avant celui-là. Donc, les ciseaux et la meute de chiens. Alors, les ciseaux, faut voir que moi, dans ma tête, je me les suis associés au personnage de... Alors, bonne question. En fonction de quoi on classe les kanji entre N5 et N1. En fait, jadis, il y avait des listes officielles communiquées par le gouvernement japonais sur le fait que certains kanji correspondaient à certains niveaux du JLPT. Ces listes ne sont plus officielles, ne sont plus mises à jour. On s'en sert encore comme une sorte de vieille référence, quoi. Donc c'est juste ça. Et c'est sûr que tu vas connaître le mot semai avant de connaître le kanji semai, je pense. Mais voilà. Par exemple, si je vous dis kirei, kirei, c'est un mot qu'on apprend tout de suite quand on commence le japonais, c'est du JLPT N5. Mais les kanji de kirei, bon, ils sont hyper compliqués. Moi-même, je suis incapable, surtout le deuxième, de le dessiner. Donc les kanji, on n'est pas censé les apprendre tout de suite, quoi. Donc voilà. Mais c'est juste des petits référentiels. Voilà. Il y a la difficulté de dessiner qui est prise en compte, mais quand même surtout la popularité. Est-ce que c'est très fréquent? Par exemple, vous allez avoir quelque chose de relativement compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme compliqué dans les kanji N5? C'est dur parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais voilà, surtout la popularité. Voilà. C'est des kanji qu'on voit absolument tout le temps. Voilà, le ko de kodomo, c'est du N5. Clairement. Le tomo, non. Parce que le ko, effectivement, il est simple. Il est simple à faire. Donc, on a notre meute de chien, on a des ciseaux. Donc, je vous disais, moi, les ciseaux, je les associais dans ma tête au personnage de Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Parce que au bout de ses doigts, il a des ciseaux. Donc, ça me faisait un truc un peu concret, pardon. Voilà, parce que j'avais ce personnage-là. En plus, comme là, on a Hito dedans. On a une personne là-dedans, voilà, les ciseaux, Édouard aux mains d'argent. Et j'ai imaginé que le pauvre Édouard aux mains d'argent, comme il faisait peur aux gens, que les villageois lui lâchaient une meute de chiens qui couraient à ses trousses et qu'il était obligé de se réfugier dans un tout petit local poubelle ou dans une toute petite pièce toute exiguë, toute serrée pour échapper à la meute qui le pourchassait. Le pauvre. Voilà. Donc c'est Mai. Ensuite, la clé des doigts. Et à droite de la clé des doigts, Édouard aux mains d'argent, les ciseaux. Les doigts, les ciseaux. C'est le verbe hasam qui veut dire prendre, pincer, pincer entre ses doigts. Hasam. Là, je tiens comme ça. Sumaro hasandeimasu. Vous tenez quelque chose avec des baguettes, par exemple. C'est pour ça que d'ailleurs hasami, c'est les ciseaux. Voilà. Faites ce geste-là. C'est une pince. Pincer quelque chose. Hasame. Bon bah voilà. Pensez à hasami. Quand vous faites le signe d'une pince avec les doigts, vous faites le signe des ciseaux avec les doigts, ça vous permet de pincer quelque chose. Voilà. Là j'ai pincé un timbre. Voilà, j'ai pincé un timbre entre mes doigts. Donc vous pensez simplement au geste, les doigts, les ciseaux, je pince quelque chose entre mes deux doigts. Et ensuite, Ensuite, je vérifie que j'ai rien oublié. On est bien. Le dernier qu'on va avoir avec nos petits ciseaux. Cette fois-ci, les ciseaux vont être à gauche, pas à droite.
Et à droite, je vais avoir la tête. Voilà, la tête. Les ciseaux, la tête. Ce kanji-là représente les joues. Hein. Ho, la joue. Ho ou ho. Hein. Mais enfin, le plus souvent, c'est ho. On a aussi la lecture kyo. Tiens, c'est marrant, c'est ni un joyo ni un jinmeyo. Mais bon, on le trouve quand même assez couramment, celui-là, je trouve. Voilà, en tout cas, c'est... on dit aussi hoppeta. Pour la joue, hoppeta. Et on peut utiliser ce kanji. Ou pas. Les joues. Donc, hoppeta. Moi, j'ai imaginé, toujours notre Édouard aux mains d'argent, là, j'ai imaginé qu'à un moment, il approchait ses mains près de la tête de quelqu'un. Peut-être s'il a une copine dans le film, je crois que c'est Winona Ryder qui la joue. Et j'ai imaginé qu'elle tournait la tête un peu trop vite et que, hop, malheureusement, elle se coupait la joue contre l'un de ses ciseaux à la main. L'un de ces ciseaux qu'il a à la place des doigts. Donc voilà comment j'avais retenu la petite joue. Très bien, et ben on est au 1358, c'est pas mal du tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver très bientôt.